Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Patricia Daré qui est avec moi. Bonjour Bonjour Patricia, Elena. comment ça va? Bonjour. Moi, écoutez, je vais bien, je suis pas trop à plaindre. Je suis assez satisfaite de ma vie malgré tout ce qui se passe. Et je suis de ceux qui prennent tout petit bonheur comme étant un plus. Donc mes petits bonheurs sont tout petits parfois, mais suffisent à ma journée. Donc voilà, ça me permet de prendre du courage pour affronter les épreuves plus dures. Voilà. C'est chouette, c'est une belle philosophie en tout cas. Alors, aujourd'hui, je voulais vous interviewer Patricia parce que vous le savez, je suis coach de vie, conférencière et en fait, j'aide les personnes à vraiment oser changer de vie, à trouver leur mission de vie, à vaincre le peur de passer à l'action, à trouver leur place. Et j'avais envie qu'on parle aujourd'hui de mission de vie justement. Et c'est un sujet qui me semble très important actuellement parce qu'on en parle beaucoup de la mission de vie. Et j'aimerais avoir votre avis à vous, qui est un petit peu particulier dans le sens où vous avez une capacité que vous dites que tout le monde a, mais que tout le monde n'a pas forcément développée. Donc, votre histoire, Patricia, c'est que vous êtes journaliste à la base et vous vous réveillez en fait une nuit, en pleine nuit, enfin, une voix vous réveille et vous commencez à entendre des choses, à voir des choses. Est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu et nous expliquer un petit peu ben, voilà, ce que vous faites et surtout ben, comment ça s'est déclenché pour vous, cette, euh, cette Bon, ça s'est sensibilité? déclenché tard déjà, ça c'est pas une histoire d'enfance, c'est une histoire de femme, puisque j'avais 38 ans, que j'étais dans mon métier, que j'étais mariée, que je venais d'avoir un bébé, et donc que j'étais réalisée déjà, j'étais sur un parcours de vie réalisé. Donc moi, je me suis jamais intéressée à toutes ces choses-là auparavant, j'étais ni spiritualiste, ni branchée dans tout ce qui est développement personnel. En plus, ça n'existait pas ça. En fait, il y a 20 ans, là, depuis 10 ans, c'est une grande mode de parler de tout ça. Aujourd'hui, on en parle parce que c'est la mode depuis 10 ans. Depuis 10 ans, on n'entend parler que de coaching, de développement personnel, on entend parler d'hypnose, on entend parler de régression, on entend parler de tas de choses. Ça n'existait pas. Moi, quand ça m'est arrivé, ça n'existait pas, très peu. C'était confidentiel, c'était clandestin. On n'était pas médium à l'époque. Les médiums, on ne les connaissait pas, ou on allait les voir clandestinement. On n'en parlait pas, elles ne se présentaient pas non plus, on ne se vantait pas, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et surtout, on ne savait pas trop quoi faire avec ça. Et quand ça m'est arrivé, j'étais non seulement pas du tout convaincue de la faire parce que je ne m'y intéressais pas, mais je ne connaissais pas cette histoire-là, je ne savais pas que ça pouvait même exister. Quand la nuit, cette nuit-là, on est dans une nuit de septembre 1995, mon enfant est né il y a 2 mois à peu près, et j'entends une voix, oui, une voix. Alors vous allez me dire, les entendeurs de voix, il y en a beaucoup, on les appelle les schizophrènes, les paranoïaques, on les appelle aussi les gens qui ont des problèmes d'acouphènes, qui entendent des voix, il y a des tas de raisons pour entendre des voix, hein. Et puis il y a ceux qui entendent des voix et qu'on ne peut pas ranger dans aucune catégorie. Et des voix intelligentes, pas des voix qui disent des choses incompréhensibles. Il faut, pour qu'il y ait médiumnité, que la voix soit intelligente, sinon ce n'est pas une médiumnité, c'est tout simplement du parasitage. Et j'entends cette voix qui me dit: «Ben, lève-toi, prends un papier, un crayon, écris». Et puis moi, je ne comprends pas ce qui se passe parce que je suis dans mon lit, je suis réveillée. À côté de moi, mon mari est endormi. Mon mari, à l'époque, est de ce monde. Il est parti depuis 10 ans, mais à l'époque, il est maire de ma commune, il est avocat, il est extrêmement rationnel. Et j'entends cette voix comme si elle était dans la chambre, comme si quelqu'un était dans la chambre. Donc j'allume la lumière et je regarde partout. Je suis stupéfaite, je reste interdite devant ce son et je cherche, mais évidemment, il n'y a personne. Donc je réveille mon mari qui, lui, balbutie: «Qu'est-ce qui se passe?» Je lui dis: «T'as entendu?» Il me dit: «Rien, je rien entends rien». Il me dit: «Tu as rêvé, endors-toi». J'essaie de me rendormir, mais je n'y arrive pas. Et la voix revient et elle me dit: «Je t'ai dit de te lever, de prendre un papier et écrire». Donc ce que je fais, puisque je trouve idiot de le faire, en même temps je le fais et je me dis: «Je ne sais pas pourquoi je le fais». Donc je vais dans mon petit bureau ici, là où je suis, je prends un papier, un crayon et puis je lui dis: «Bon, écris, mais écris quoi?» Rien, je ne sais pas quoi écrire, moi je ne sais pas ce qu'il faut que j'écrive. Il n'y a rien qui passe dans ma tête, il est 1 heure du matin, je n'ai pas envie d'écrire. Et à ce moment-là, mon crayon se bloque dans ma main, reste dans ma main et écrit en écriture automatique et écrit sur deux, trois feuilles comme ça. Ce qui fait que
je suis stupéfaite. Il y a une énergie qui tient mon bras, comme si une main se renfermait sur ma main pour écrire. Vous savez, quand les petits enfants apprennent à écrire, on leur tient la main pour former les lettres. C'est un peu ça. C'est ce qu'on appelle un peu l'écriture automatique aujourd'hui, non? Oui, c'est ça. C'est ça, hein? C'est l'écriture automatique. Mais à l'époque, on n'en parle pas. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Grosses lettres, le crayon ne se lève jamais, il revient à la ligne en faisant des traits, etc. Et quand je déchiffre, ça me dit, voilà, maintenant tu es connecté avec nous. Nous sommes dans un autre espace. Euh, nous te dirons ce qu'il faut dire quand ce sera le moment, quand il y aura des messages. S'il n'y en a pas, on ne te dira rien, ne cherche pas toi. Ne cherche pas toi à contacter ni à invoquer. C'est uniquement quand on te le dira. Ne fais pas d'argent avec cela. Ne manipule pas avec cela. Reste à ta place. C'est important. C'est les 3 phrases qui sont les plus importantes. Ne fais pas d'argent, ne manipule pas, reste à ta place. Mmh. Et donc, j'ai suivi, ça fait maintenant 26 ans. Je fais toujours ce qu'on m'a dit de faire. Je suis très contente de l'avoir fait, parce que pour l'instant, ça m'a porté bonheur. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas rencontré beaucoup d'épreuves, hein. Ma vie, comme celle de la plupart d'entre nous, est une vie semée d'épreuves, d'embûches, de deuils très douloureux, d'épreuves compliquées. Mais quand je les aborde, peut-être que je résilie plus vite, peut-être que je trouve plus vite une solution parce que je sais que j'ai confiance aujourd'hui. Je sais qu'il y a quelque chose d'autre après. Je sais que nous sommes tous guidés par quelque chose et je sais que je dois faire confiance. Et donc, ça aide beaucoup à avancer. C'est la seule différence, c'est-à-dire avec avant. C'est-à-dire qu'avant, je n'avais pas cette conscience de cet au-delà, de cet espace-là. Aujourd'hui, je sais qu'il est là et que nous sommes toujours dans d'interférence avec cet espace et que nous avançons. C'est Ce qui ça. a changé depuis 10 ans, c'est qu'il y a eu une explosion de médiums en tout genre. En tout genre. De Médium, gourous, de thérapeute, médiums. Non, mais dans tout genre, c'est-à-dire qu'on a de mais de tout. Et alors, avec les réseaux de sociaux, tout donc et de rien en même temps, bah, du de coup. tout et de rien. Quand j'ai sorti mon premier bouquin il y a 10 ans, bon, j'étais vraiment encore dans les oiseaux rares. On dit, oh, cette femme, elle communique avec l'au-delà, oh, mon Dieu, mais comme c'est bizarre, etc. Puis après, avec les réseaux sociaux, il y a une mode, comme il y avait au 19e siècle, hein, la mode des médiums, la mode des initiés, la mode des connectés, la mode de tout, et qui sont connectés, mais on ne sait pas trop à quoi parfois, hein. C'est ça. On ne sait pas trop à quoi. Parce qu'on ne se dit pas, moi j'ai l'impression qu'il y a plus du fumage de moquette parfois que de la véritable connexion avec l'au-delà, parce qu'on entend des choses ahurissantes, mais ahurissantes, qui n'ont rien à voir, mais rien à voir. Et j'en parle souvent, j'ai des amis médiums depuis très très longtemps, et qui n'ont rien à voir avec les connexions que l'on a ou que l'on peut avoir, qui sont des connexions, j'allais dire, rationnelles. Une connexion avec l'au-delà, ça ne veut pas dire que c'est complètement, comment dire, Oui, farfelu. vous avez bien les pieds sur terre, mais vous avez quand même une Une connexion qui connexion avec l'au-delà, ça vous donne les pieds sur terre. C'est pas quelque chose qui est farfelu. On ne vous dit pas tout, n'importe quoi. Et surtout, j'ai l'impression que beaucoup en ce moment, et je le dis tout de suite, peut-être que je ne le dirai plus après, mais je préfère le dire maintenant, beaucoup en ce moment profitent de la crédulité publique, du désespoir des gens, de la détresse que nous vivons actuellement. Beaucoup de gens sont en détresse, sont psychologiquement atteints, beaucoup en profitent pour se proclamer médium ou je ne sais quoi, ou thérapeute en tout genre, mais surtout vivre sur le dos de la misère. Et je trouve ça terrible, terrible. Je dis faites attention aux gourous. Faites attention aux gourous. Qu'est-ce qu'un gourou? C'est quelqu'un qui va d'abord vivre par votre porte-monnaie, très souvent. Il va commencer comme ça. Puis après, il va vous imposer sa pensée, ce qui fait que petit à petit, vous allez rentrer dans son système de pensée et vous allez suivre un système de pensée qui n'est plus le vôtre. Vous n'aurez plus votre libre arbitre. Vous ne pensez plus par vous-même, vous pensez par quelqu'un et en même temps, vous l'alimentez. Et ça, c'est le gourou. c'est ça. Le Non, gourou, c'est c'est sûr pas que grand-chose. c'est vraiment très à la mode pour l'instant et surtout avec le courant des perso, justement, comme vous dites, les coachs, il y a beaucoup de tout et beaucoup de n'importe quoi. Et je suis vraiment d'accord avec ça et c'est vrai que c'est un peu, ça fait un peu peur quelque part. Donc, Oui, on est vraiment oui, d'accord là-dessus. Mais du coup, c'est intéressant parce que vous parlez justement d'épreuves, vous parlez d'événements qui peuvent être difficiles et j'ai vraiment envie de vous entendre là-dessus parce que aussi par rapport à la mission de vie, hein, parce qu'on va en parler, la mission de vie justement. Mais il paraîtrait en fait qu'on choisit sa vie avant de venir sur oui, Terre, qu'on choisit donc les événements qu'on va vivre, les rencontres qu'on va faire, qui sont marquantes, qu'on va faire, qu'on va quelque part choisir ce qu'on va accomplir sur Terre, donc entre guillemets la mission de vie.
Hem, alors justement, par rapport à ça, Patricia, pour vous, d'accord, ou pour vos guides, quelle est finalement la mission de vie? C'est-à-dire, la première chose, avant de parler de mission de vie spécifique, c'est pourquoi est-ce qu'en tant qu'être humain, d'après vous, on viendrait sur Terre s'incarner? Sachant justement que c'est des vies qui sont bien souvent difficiles, parce que même quelqu'un qui a une vie plutôt facile, entre guillemets, avec de l'argent, du matériel et des facilités, l'existence humaine comporte quand même des souffrances, des douleurs, et c'est pas facile de vivre. Donc, qu'est-ce qui ferait comme ça qu'on viendrait sur cette terre, voilà, on viendrait s'incarner sur cette terre, d'après vous? Alors déjà, pour revenir aux gens qui ont beaucoup d'argent, ils ne sont pas tous comme ça, hein, je ne vais pas généraliser, il y a une chose que je ne Mmh. veux pas faire, c'est de généraliser. Mais souvent, l'argent compense un vide, intérieur, un vide spirituel. Souvent, pas toujours. Pardon. Il y a beaucoup de gens, qui, arrivent sur terre. Alors on parle de mission de vie, mais la mission de vie, c'est pas il y a pas il y a on nous dit pas: «Tu vas faire une mission de vie», on nous dit: «Tu vas vivre». Tu vas vivre pour devenir pour évoluer et tu vas évoluer pour devenir meilleur. Et pourquoi justement il y a ce principe d'évolution? Pourquoi est-ce que Parce qu'on est c'est là pas pour évoluer. d'accord, et est-ce qu'il y a une raison par L'évolution, rapport à c'est ça? grandir. On est là pour grandir. Une plante, quand vous la plantez dans la terre, elle va grandir, elle va s'épanouir. Un arbre va grandir, un animal va grandir. Tout grandit, tout évolue. Nous sommes pareils, nous devons grandir. Alors, pas forcément physiquement, mais parce qu'on atteint très vite le bout de notre croissance. Nous allons grandir psychologiquement, spirituellement. Et c'est ce que nous oublions. Nous sommes sur Terre pour grandir. Grandir, ça ne veut pas dire faire ce qu'on veut et prendre uniquement du plaisir. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voudrait vivre. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est le clic. On vit dans des clics. On clique pour avoir une réponse, on clique pour commander, on clique pour parler, on clique pour dire j'aime pas, on clique pour bâcher, on clique pour tout. Et dans la nouvelle spiritualité qui est instaurée, on clique pour avoir des réponses. Moi, on m'envoie des mails, on me dit je veux la réponse. Qui était mon père? Qui était ma mère? Est-ce que je vais être heureux demain? Est-ce que mon mari... On clique. Je dis, c'est pas un clic. La seule chose qui n'est pas un clic, c'est notre évolution. C'est un chemin. Quand on arrive sur Terre, on entreprend un chemin. Dès sa naissance, on a choisi, avant, quelque part, là où on était, de revenir ici ou de venir ici pour une première fois. Quelquefois, on vient pour une première, quelquefois, on vient pour une première et dernière, quelquefois, on vient pour la énième fois. Tout dépend de ce qu'on a à y faire ici et de ce qu'on pense de l'importance d'être ici. On a choisi effectivement notre environnement, on a choisi nos parents. Ce pas forcément des gens qu'on connaît, nos parents. Quelquefois, on les connaît, on les choisit parce qu'on les aime. Quelquefois, on les choisit parce qu'on les déteste et parce qu'on doit se réconcilier. Mais Notre chemin de vie, ça va être la réconciliation avec la famille. Quelquefois, quand on grandit, on se dit, il y a des gens qui me disent, j'ai pas envie de vivre. Dès tout petit, on se sent pas bien. Parce qu'on a choisi de s'incarner parce que justement, on en a peur de cette incarnation. Et alors, on doit la vivre. Et quand on vit comme on oublie tout à la naissance, donc on fait comme si on faisait une espèce de contrat avant de venir sur les points à travailler. contrat Par avec rapport qui à ce du qui a coup, été fait. Patricia? Ce sera un Comment? contrat avec qui? Ce sera un contrat avec qui? Est-ce qu'il y a un principe créateur derrière ça? Il y Est-ce a un que principe créateur, mais de toute façon, même les guides ne l'ont jamais vu. ah bon? Oui. Quand on parle aux guides, on dit, est-ce que vous avez vu, alors Dieu, le principe créateur, on dit, mais on en est aussi loin que toi. En tant que guide? Oui, bien sûr. Parce que dans les guides, il y a une hiérarchie. Quand je parle de ma hiérarchie, ce sont des hiérarchies. En fait, il y a le moins évolué au plus évolué, c'est une hiérarchie à chaque fois, puisque c'est le principe d'évolution. On franchit des paliers. Nos défunts franchissent des paliers. On a franchi des paliers avant de venir déjà. Nous, on est un point-virgule entre deux morts, comme quelqu'un m'a écrit ça il n'y a pas longtemps. Je trouve ça très joli. On est un petit point-virgule entre deux morts. Déjà, on est déjà mort. On est déjà ici, mais on a déjà franchi une mort, plusieurs morts. Puis là, on franchit une autre mort bientôt et on va repartir ailleurs. Et nous, on est ici pour s'acquitter des points faibles, pour travailler des points faibles. Alors si, par exemple, je ne sais pas, on a été vulnérable ou fragile sur un point précis dans une vie antérieure, ici ou ailleurs, hein, je ne parle pas que d'ici, dans une évolution intérieure, plus que vie antérieure, on va revenir pour essayer de travailler. Sauf que, comme on est incarné, la naissance a prévu de tout nous faire oublier. Vous savez, c'est l'empreinte de l'ange, comme on appelle ça. On dit que l'ange pose son doigt ici et pouf, on oublie tout ce qu'on était et il faut tout retrouver. J'avais Le entendu principe que du c'était ici, jeu, que c'était là justement, ici, que ben non, moi j'ai entendu là, enfin où on veut, en fait, oui, il a peu importe, on garde la trace, on clique, garderait la trace.
En fait, il clique quelque part et on oublie tout. Et en fait, notre but, c'est quoi? C'est de retrouver ce que nous sommes. Si on savait tout, vous voyez, dans mon prochain livre là, qui sort au mois de mai, je demande à mon ange gardien, parce que c'est un dialogue avec mon ange gardien, je lui dis: «Mais pourquoi on nous fait tout oublier? Pourquoi on oublie tout? Pourquoi on n'a plus rien de ce qu'on était ou si peu?» Et il me répond cette chose intelligente, il me dit: «Mais si on savait tout en venant, tu imagines toutes les vies qu'il aurait fallu porter jusqu'à présent, tous les souvenirs qu'il faudrait porter, tout cet ordinateur qui est notre âme, qu'elle devrait déjà mémoriser, mais ce serait un encombrement sans nom». Là, on oublie tout parce que toutes les informations sont à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elles sont disponibles, on peut les retrouver, on peut les percevoir, mais elles ne vont pas nous encombrer. Et on va retrouver notre chemin avec l'aide de ces informations intérieures qui n'apparaissent, qui sont grisées, on va dire, qui sont masquées. Ce qui fait que lorsqu'on va évoluer, nous ne serons pas encombrés. Et qu'est-ce qui va nous fournir les informations? L'intuition. C'est l'intuition qui fait marcher ces informations. Quand on a une intuition, c'est une information intérieure, de ces vieilles informations que nous avons de nous-mêmes, qui fait son apparition Mmh. et qui nous dit: «Non, ça tu peux pas. Tu l'as déjà essayé, ça ne marche pas. Ne va pas là». Voilà, c'est ça en fait. Et on doit retrouver. C'est un chemin de vie où on doit développer ce que nous sommes. Et c'est pourquoi il ne faut jamais arrêter de développer ce que nous sommes. Et que cette vie dans laquelle nous sommes plongés, une vie matérialiste, encore plus en 2021, parce que malgré tout, on parle beaucoup de spiritualité, mais malgré tout, on en est très loin aujourd'hui. La spiritualité voudrait que nous soyons capables d'être vraiment bons, d'être vraiment gentils, d'être vraiment généreux et aimants. Mais ce ne sont que des mots. Ce ne sont souvent que des mots qu'on utilise. On fait comme ça avec la main, mais c'est tout, c'est un geste. Derrière, on a fermé le capot de l'ordi, c'est fini. Donc, il faudrait vraiment se réincarner là-dedans, réapprendre ces valeurs-là, se réimmerger dans ce qu'est l'humanité, parce qu'on s'en est beaucoup éloigné aujourd'hui. Les valeurs principales, c'est pour ça que c'est compliqué en ce moment, qu'on souffre, parce qu'on a cru, depuis les années 50, qu'il fallait accéder à l'individualisme et à l'égoïsme pour être heureux. Moi, d'abord, les miens et les autres, je m'en fous. Après moi, le déluge. C'est terrible. C'est ce qu'on a fait de pire. On ne regarde plus les gens. On n'aime plus les gens. Regardez dans la rue, alors peut-être pas vous en Belgique, parce que vous, en Belgique, vous êtes sympa. On Et c'est essaie vrai, pas de en Belgique, l'aider. je trouve, ah oui, en Belgique, j'ai pas trouvé ça. Je trouve des gens vraiment sympas. Mais Ah, il en y a de France, tout, vous savez, Patricia, il y a de tout, hein. Il y en a des il y a de sympas, tout, des bien moins sûr, bah, sympas. évidemment, mais en général, je trouve que vous êtes quand même plus sympa. En France, vous allez voir dans les rues, mais la tête des gens, comment on se croise, comment on ne se salue pas dans les boutiques, comment on ne se parle pas, comment on se fout de l'autre, comment il n'existe plus dans notre vie. Or, notre chemin de vie, notre mission de vie, comme vous disiez tout à l'heure, Elena, c'est de le faire exister. Donc on se plante. Il y a des gens qui revendiquent la spiritualité, mais qui sont dans la non-reconnaissance de l'autre. Donc c'est terrible. C'est terrible parce qu'on est à l'inverse. On est totalement à l'inverse et on prône quelque chose qui est à l'inverse de ce qu'on doit faire pour redevenir, ah bah, pour revenir sur le chemin. C'est ça. Et du coup, par rapport à cette mission de vie en question, est-ce que vous pensez qu'on vient pour quelque chose de spécifique à accomplir, que ce soit au Chacun, niveau personnel ou professionnel, mais parce que vous parlez d'intuition, c'est très intéressant, de sentir qu'on est à la bonne place, de sentir que c'est juste en fait, parce qu'on ressent quand c'est juste, hein, et on bien ressent sûr. quand c'est pas juste. Et moi, j'accompagne beaucoup de personnes en coaching, justement, qui ne sont pas heureuses dans leur travail, qui ne se sentent plus à leur place, que j'accompagne justement pour se reconvertir, et qui me disent, je ne me sens plus à ma place. Donc, du coup, ça veut dire que si elle ne se sent plus, on se sent aussi quand on est à sa place. Mais du coup, est-ce qu'il y a vraiment ce principe de mission de vie avant d'arriver? Je veux dire, on a vraiment décidé d'accomplir une certaine chose en particulier. Ça peut être comme vous, ça peut être comme moi, ça peut être... Oui, mais il faut passer par plein de chemins, Elena. Le problème, c'est que la vie, elle n'est pas linéaire. Nous, on est linéaire. Nous, on dit, je vais faire ça, je fais ça, pouf, je mets les œillères, je fais ça, hop, terminé, je fais mon taf. Non, la vie, elle nous demande, pour arriver là, il faut qu'on fasse comme ça. Poum, 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 on s'arrête là.
on repart, hop, on gravit la montagne, on redescend. Et c'est ça, elle nous demande de faire un gymkhana permanent. Donc, on peut passer, avant d'élever des moutons, on peut être manager dans une grande entreprise, Tout on à peut être fait. coiffeur, on peut être informaticien. Et puis un jour, on découvrira qu'on était fait pour élever des moutons. Mais la vie nous a permis d'exercer plein de choses parce qu'elle n'est pas linéaire. Elle nous demande de rencontrer des gens dans des secteurs différents et de rencontrer des expériences différentes. Le côté linéaire, c'est le côté oreille, les petites œillères que l'on peut mettre, les petites oreillettes pour écouter sa musique en solo sur le trottoir, où on ne voit rien, on ne voit personne. Et on continue. C'est ça ce qu'elle nous demande la vie. Elle nous demande d'enlever la musique sur le trottoir, d'écouter les gens qui marchent autour de nous, de regarder, de se retourner, de sourire. Elle nous demande exactement le contraire. Et en ce moment, on est en train de faire exactement le contraire. On s'isole tout le temps. On s'isole tout le temps pour arriver à notre but. Mais la vie, pourquoi elle nous refuse? Pourquoi elle dit non, tu n'iras pas plus loin, je te bloque? C'est pas ça ce que je te demande. Nous sommes en train de nous planter. Je le dis haut et fort. Nous sommes en train de nous planter dans la manière d'accéder à notre mission de vie. C'est ça. C'est l'ouverture qui marche. Mais on peut en avoir plusieurs, comme vous le dites. Vous dites qu'on peut avoir plusieurs L'ouverture, c'est déjà d'écouter. Elena, c'est pas de dire, c'est déjà de dire qu'est-ce que j'ai envie de faire et d'écouter là où les portes s'ouvrent. D'écouter les portes s'ouvrir, de dire tiens, je vais aller voir. C'est ce qu'on ne fait pas. Maintenant, vous avez on parle boulot par exemple. Alors, un être humain ne se définit pas par son travail, mais le travail aide à la définition, évidemment. Mais c'est juste un accessoire, puisqu'on peut changer de travail plein de fois. Donc, on ne peut pas dire, on revient à mon éleveur de moutons, bonjour, je suis Patricia Daré, j'élève des moutons. C'est suffisant. En plus, je n'élève pas de moutons, mais ce n'est pas suffisant. Il faut savoir qui on est, ce qu'on aime, comment on est fait. On est une multitude, on a été une multitude de choses, on en sera encore plus. Et donc, il faut savoir ce qu'on est en général. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand on dit qu'est-ce que vous faites dans la vie, il y a des gens qui n'ont même pas de travail et qui disent ils ne savent pas quoi dire parce qu'ils sont au chômage et qu'ils ont une richesse incroyable en eux, qu'ils ont fait des tas de choses, ils ne savent pas comment se définir. La vie, c'est pas ça. La vie, elle demande d'être ouvert comme ça. Elle dit quand tu vas sur ton chemin, sois ouvert. Regarde les autres. Écoute toutes les voix qu'il y a autour de toi. Regarde tous les gens qu'il y a autour de toi. Ne te focalise pas sur quelque chose à faire parce qu'il faut le faire et parce que tu dois représenter une image. La vie de l'image, elle s'en fout. Il n'y a que nous qui avons de l'intérêt pour l'image. Elle s'en fout. Elle veut que nous soyons. Il vaut mieux être que paraître. Or, nous sommes beaucoup dans le paraître. Être, c'est très important. C'est se revendiquer tel que l'on est, c'est faire ce que l'on a envie de faire, même si ça ne paraît pas essentiel aux autres. Et la mission de vie, c'est tout simplement se réaliser. Quand vous parlez d'une mission de vie, ce n'est pas mission impossible. Voilà votre mission, vous devez la réaliser en 3 jours. Et bonne chance, Captain, etc. Ce n'est pas ça du tout. C'est je commence à vivre et puis j'ouvre des portes et je vais voir plus loin. Je vais voir plus loin. Pourquoi les gens ont l'impression d'être bloqués dans leur vie? Pourquoi il y a des gens qui m'écrivent en me disant moi j'ai l'impression que je suis dans une impasse, un no man's land, je suis bloquée, je ne vois plus rien, je ne vois plus personne, j'ai l'impression que plus rien ne répond, la vie m'en veut. Moi j'ai souvent ça, la vie m'en veut. Mais non, la vie elle n'en veut à personne. La vie elle ne répond plus parce qu'on se plante. C'est ça. Donc, ça voudrait dire que, à contrario, que si on est, par exemple, à la bonne place, entre guillemets, si on est dans sa mission de vie, c'est un terme bon, qui est un peu galvaudé, mais si on est À vraiment ta place. là où c'est juste, là où À ta c'est place. à sa place, les portes s'ouvrent facilement. C'est-à-dire qu'on Oui, n'a pas besoin de pousser à fond, même si tout est difficile dans la vie. Hein, je veux dire, tout n'est pas non plus aussi simple. Mais c'est fluide, on sent que, voilà, euh, oui, on sent oui. que c'est fluide. C'est prévu. La vie l'a prévu. On l'a prévu dans notre scénario. Voilà, on l'a prévu, donc à un moment, comme on l'a prévu, ça va se faire. Alors, je ne dis pas que ça va se faire en 48 heures, ça ne va pas être forcément rapide. Excusez-moi, j'ai un cheveu dans l'œil, c'est épouvantable. Pas de souci. J'ai fait, voilà, ça Enfin, m'agace, pas ça très m'agace, agréable je effectivement. m'arrête. Voilà, pardon. Donc, ça ne va pas se faire très, très rapidement, mais au moins, on sent qu'il y a quelque chose qui répond, qu'on est à sa place. Il n'y a rien de pire que de sentir que l'on n'est pas à sa place ou qu'on n'en est plus à sa place. Car tout ce qu'on va exercer, en ce moment, on est en plein dedans, hein, 2021 et 2020 ont été les années où on se rend compte qu'on n'est pas à sa place pour la plupart d'entre nous. Moi, c'est arrivé après 38 ans de radio, Radio France. Je me rends compte, il y a 2 ans, que je ne suis plus à ma place.
alors que je suis à 3 ans de la retraite. J'aurais pu dire: «J'attends la retraite». Eh ben non, parce que dès qu'on n'est plus à sa place et que moi on me dit: «Tu n'es plus à ta place» et ça va être 3 ans de souffrance et de 3 ans quand on souffre, on est en déperdition. Parce que dès qu'on commence à souffrir, il faut savoir que rester à une place où on souffre, on ferme les écoutilles, hein. On n'est plus dans l'ouverture, on est dans la fermeture. Donc on va se tendre, on va se contracter et dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle et il faut partir. Donc ça m'a coûté beaucoup parce que c'était, j'allais dire, un bins terrible de partir avant la retraite après 38 ans. Et puis je m'étais dit, de toute façon, on me disait: «Il faut que tu partes» et moi on me le disait tout le temps: «Il faut que tu partes, il faut que tu partes, il faut que tu partes» et je disais: «Ah non, mais ça c'est pas possible, ils sont marrants, ils me disent ça, mais ils se rendent pas compte. Mais comment je vais faire pour vivre? Mais moi, j'ai pas encore, le droit à la retraite». C'était terrible et puis je me suis dit: «Oh, après 38 à 40 ans de radio, comment je vais faire pour arrêter comme ça? Je vais faire une dépression terrible, ça va me manquer». Eh ben jamais de la vie. Dès que j'ai arrêté de travailler, je me suis sentie à ma place. À ma place. Je me suis sentie bien, j'ai bien dormi, je me lève le matin, je suis guillerette, je suis heureuse. J'ai un bonheur incroyable et cette dépression que je redoutais n'est jamais venue parce que j'ai fait ce que je devais faire. Et ça, c'est énorme parce que ça change votre vie. Quand vous êtes à votre place, vous ne vous posez même plus la question. C'est ça. Je suis bien, c'est ça. Point barre. J'adore ce que Donc, vous dites. J'adore ce que vous dites parce que vraiment, c'est très inspirant parce que justement, vous voyez, les personnes que j'accompagne, qui veulent changer de carrière, en fait, ça se passe toujours, enfin quasiment toujours comme ça. C'est que parfois, il y en a qui savent ce qu'elles veulent faire, qui ont un rêve qui se met en elles, faire un tour du monde, créer leur entreprise, devenir acteur, chanteur, voilà, qui ont vraiment quelque chose qui est clair, mais qui n'osent pas y aller, ce qui est déjà plus facile. Et puis, on a les personnes qui ne savent pas du tout ce qu'elles veulent faire, donc c'est encore plus difficile. Donc, je travaille sur la clarté pour savoir exactement, enfin, en tout cas exactement, se rapprocher de ce qu'elles veulent faire, c'est plus facile pour partir. Mais je suis souvent confrontée à des personnes en fait qui en fait voilà sentent qu'elles ont la sécurité de l'emploi là où elles sont et c'est extrêmement dur et je sais parce que je l'ai beaucoup vécu moi-même, beaucoup de reconversions, donc je sais absolument ce que c'est aussi de perdre un travail, de quitter un travail, de tout changer. Et je vois que c'est vraiment dur pour les personnes que j'accompagne parfois et voilà, c'est vraiment pas évident pour elles de changer en fait. Et du coup, qu'est-ce que vous pourriez ou que vous aimeriez leur dire? Parce que des fois, j'ai l'impression que les gens, malheureusement, préfèrent rester dans quelque chose qui les font souffrir parce que c'est plus confortable. Et quand je dis les, je m'inclus dedans aussi. Des fois, on est dans des situations qui ne sont pas agréables, mais c'est du connu, enfin, on connaît et donc il y a quand même du confort et de la sécurité. Et c'est parfois très difficile de partir. Et pourtant, tous les gens que j'accompagne qui quittent leur travail, qui quittent enfin, leur conjoint quand c'est nécessaire, qui se séparent, qui changent d'endroit, etc., sont toujours beaucoup plus heureux après. Mais ce qui est dur, c'est vraiment la transition. Est-ce que vous avez un truc à partager par rapport à ça pour euh, peut-être bah, simplement de en fait? oui, bah, écoutez, je pense que c'est naturel d'avoir peur. La vie, c'est qu'une cascade de peurs en tout genre. De toute manière, on a toujours peur de quelque chose. Mais, on ne peut pas sacrifier son existence en faisant des choses qu'on n'a pas envie de faire. Une existence, c'est court, c'est pas long. C'est quelque chose qu'on a choisi de vivre, parce que c'est précieux. Notre passage sur terre, c'est un passage extrêmement important. C'est un passage décisif. On me le dit sans cesse. Moi, mes guides me parlent. Moi, je fais moins de contact avec les gens qu'avec les guides qui me donnent des choses à dire. Et il me dit: «C'est décisif». C'est-à-dire que ce passage terrestre, il va décider de notre orientation, de la dans notre d'orientation de notre âme, de nos capacités de justement de franchir, d'être courageux, d'être héroïque, d'être bon. C'est là où ça doit se décider. Alors il y a des gens qui loupent tout, qui ratent tout, qui tuent autrui, qui font des choses, mais on n'a pas des fois on rate, puis il faut recommencer, on passe de l'autre côté, puis c'est la reprise en main et c'est compliqué et cetera. Mais on ne peut pas gâcher du temps sous prétexte qu'on a peur. Chaque moment que vous passez à souffrir dans une situation, à souffrir, d'être mésestimé, à souffrir, d'être maltraité, à souffrir d'être transparent vis-à-vis des autres, comme si vous n'existiez pas, comme si vous n'étiez qu'une machine à produire. Chaque instant que vous passez à souffrir sans reconnaissance, c'est un instant perdu. Il n'y a pas de sacrifice de ce genre qui soit valable.
Les sacrifices valables, c'est pour sauver la vie d'autrui. Un sacrifice qui va être valable, c'est pour quand on sait qu'on le fait pour sauver sa propre vie ou sauver la propre vie de quelqu'un. Autrement, supporter une situation de peur que l'argent ne rentre pas à la fin du mois, de peur de ne pas être capable de le reproduire, cet argent, pas être capable de le trouver, pas être capable d'exercer ses propres talents. Quand quelqu'un, par exemple, je ne sais pas moi, met des choses dans des emballages toute la journée, que cette personne sait qu'elle a un talent extraordinaire, je ne sais pas, pour planter et qu'elle rêve de devenir fleuriste ou de devenir horticultrice. Et que cette personne est là à faire des emballages en me disant bah, tant pis jusqu'à la fin de ma vie, bah voilà, parce que de toute façon, je suis bien obligée d'avoir une paye à la fin du mois. Parce que c'est ça ce qui nous tient, je suis bien obligée d'avoir une paye à la fin du mois et c'est pas en plantant des fleurs. Eh ben, je ne dis pas de tout lâcher tout de suite pour aller planter des fleurs, mais je dis déjà, le premier pas, c'est de se renseigner. Je dis toujours, est-ce que je serais capable de? Est-ce que je ne pourrais pas faire ma petite enquête pour voir comment vivent les gens qui font ça? Est-ce que je ne pourrais pas me renseigner auprès des chambres de commerce, auprès des instituts qui existent pour voir comment on fait si je voulais le faire? Combien je gagnerais par mois? Combien ceci? On fait son enquête, c'est-à-dire qu'au lieu de renoncer, on commence à enquêter. Et dès qu'on a commencé à mettre le pied dans l'enquête, après, l'idée, elle vous gagne. C'est-à-dire que si vous êtes sur le bon chemin, l'idée, elle va être plus forte que vous. C'est-à-dire que les guides, les anges qui vous entourent, ceux qui sont de l'autre côté, les défunts, vont vous pousser. Vous allez entendre oui, tu as raison, il faut le faire, il faut le faire. Et oui, vas-y, 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 vas-y. Ça va être ça sans arrêt. Et vous allez y aller. Et vous vous direz, bah, je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. C'est comme quand on se jette dans une piscine la première fois qu'on vient d'apprendre à nager, et puis qu'on se bouche le nez, puis on saute du plongeoir des 1 mètre parce qu'on dit oh, et qu'on a réussi. C'est exactement pareil. Et on se dit, bah, tu vois, je suis capable. Parce que ce qu'on doit reconnaître de nous-mêmes dans cette vie, c'est d'être capable. Ce dont on doute le plus, c'est d'être capable à chaque fois. Est-ce que je suis capable? Oui, on est capable. Est-ce que je suis capable d'aimer? Oui, on est capable d'aimer. Est-ce que je suis capable d'être aimé? Oui, on est tous aimables au sens propre du terme. Oui, on est digne d'être aimé, tous autant que nous sommes. Et même si des parents mauvais nous ont dit quand on était petit, pour certains, je sais que, alors moi, c'était pas mon cas, c'était le contraire, mais il y en a beaucoup qui vivent des enfances où on leur dit t'es bon à rien, tu feras rien de ta vie, t'es nul, regarde-moi ça comment t'es fait, t'es pas beau. Mais il y a des gens qui entendent ça et qui finissent par le croire et qui se disent mais à quoi bon de toute façon parce que je suis bon à rien, même pas la peine que je tente de faire autre chose. J'ai trouvé ma petite place, je vais y rester. Puis de toute façon, je suis bon à rien. Allez, on commence à lutter contre ça. On est tous dignes d'être aimés. On est sur terre pour aimer et être aimé. On est sur terre pour aimer et être aimé. Être aimé, mais aimer. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, moi, on m'aime pas. Mais je dis, est-ce que toi, tu aimes? Parce qu'on se plaint souvent de ne pas être aimé. Mais je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne sont pas capables d'aimer. Aimer, c'est donner à l'autre, avec générosité, la force dont on a besoin pour vivre. C'est-à-dire que donner la force dont on a besoin. Aimer, c'est ça. J'ai besoin de ça pour vivre, il faut que je le donne. Et si vous le donnez, elle vous revient. Parce que c'est comme ça l'amour. C'est un truc qu'on balance et qui vous revient. C'est un boomerang. Donc ça commence comme ça. C'est très beau. S'aimer soi-même. C'est très important de s'aimer soi-même. Mais aimer les autres aussi. On le fait pour soi et pour les autres, ce qu'on fait. On le fait pour soi, puis on le fait pour être connu aussi des gens qu'on aime, de notre famille, de nos conjoints, de nos enfants, de nos parents. On le fait pour montrer aussi qu'on est digne d'être aimé, réussir quelque chose, faire ce qu'on a envie de faire. C'est aussi être digne d'être aimé, être capable d'être regardé avec amour en disant bah, t'as vu, elle a trouvé sa place, il est bien, elle est radieuse. C'est ça. C'est une démarche très importante. Bien sûr, bien sûr. Et à commencer par être fier de soi-même, parce que si on attend toujours la validation de l'extérieur ou la reconnaissance de l'extérieur, quelque part, on est très malheureux avec cette Oui, attente alors de être heureux soi-même, mais on aura toujours besoin de la validation, parce qu'on ne peut pas vivre sans l'extérieur. On ne peut pas se contenter de soi-même. Les gens qui disent moi je le fais, je me fous des autres, je suis bien, c'est pas vrai. Il y a un moment où les autres, le retour des autres va leur manquer. Il faut appeler un chat un chat. Depuis quelques années, d'ailleurs ça nous a rendu une société vachement individualiste, vachement égoïste. Depuis quelques années, on nous sort ça en disant aime-toi, sois toi. Oui, c'est vrai, oui, bien sûr. Et puis tu te fous des autres. Non, je ne me fous pas des autres, parce que les autres, j'en ai besoin. Parce que moi, sans les autres, je ne vis pas, moi.
Vous Bien me sûr. mettez toute seule sur une île déserte, mais moi, je meurs toute seule. Moi, je m'ennuie, je crie au secours à tout le monde. J'invite les requins à déjeuner. Je voudrais voir du monde. Moi, je Non, peux mais pas. c'est J'ai évident, besoin Patricia. des autres. Bien sûr, on a besoin des autres. Mais ce que je veux dire par là, ça dépend de où on est. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui vont tout le temps attendre finalement d'être fières. Par exemple, vous parliez des personnes qui ont une enfance difficile. Ça a été mon cas, par exemple, des enfances difficiles où on n'a pas eu la reconnaissance, etc. Du coup, on peut avoir tendance aussi à vouloir absolument, et ça peut créer des très belles choses parce qu'on peut avoir justement une soif de croissance qui est importante. Mais ça peut aussi amener quelque part à vouloir que les autres valident toujours ce qu'on veut, enfin Oui, ce parce qu'on qu'on n'est fait. pas sûr de soi, parce qu'on n'est pas sûr de soi. Et du coup, ça peut aussi amener quelque part toujours un vide intérieur parce qu'on n'arrive pas à soi-même se regarder dans une glace et se dire, en fait, je suis fière de toi, bravo pour ce que tu fais. Et donc, c'est un peu l'équilibre entre les deux, entre les autres et soi, parce que si c'est toujours l'extérieur, quelque part, on n'est jamais vraiment Non, pas rempli. toujours l'extérieur, mais c'est avec l'extérieur qu'on Bien le sûr, fait. bien sûr, Et qu'on ne doit pas dépendre du regard des autres. Mais on a besoin des autres pour bien sûr. avoir son propre regard sur soi. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on ne doit pas dépendre du regard des autres, mais on a besoin de l'amour des autres pour se regarder. C'est comme ça, depuis tout le temps. Depuis que l'homme est homme, il a besoin de l'amour des autres pour vivre. On ne peut pas vivre sans amour, quel qu'il soit. L'amour d'un chat, l'amour d'un chien, l'amour d'un... On a besoin de l'amour des autres. Mais c'est très important, l'amour d'un être vivant qui vous aime et qui vous cajole, qui vous conforte dans ce que vous êtes. C'est très important. Donc on peut dire, oui, je me fous de ce que pensent les gens. Oui, d'un côté, on va s'en foutre, mais c'est bien. Puis au bout de quelques temps, quand les gens continuent à dire, ouais, t'as vu, on dit, ah oui, je commence à être malheureux parce qu'on se sent un peu, on se sent un peu mis de côté. Donc on va chercher des gens qui, eux, nous suivent et nous aiment, parce que ça va nous manquer. Parce qu'on a besoin d'être aimé. Bien sûr. Pour ça. Mais pour être aimé, il faut qu'on soit capable d'aimer. Parce que si vous n'aimez pas profondément et sincèrement, vous n'aurez pas de retour. Et quelquefois, on attend des autres qu'on n'est pas capable de donner. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais Ouais. ça, c'est très important. Avant, je ne vous aurais pas dit ça il y a même 5 ans. Je me rends compte de ça. Il y a des gens qui sont, mais ça vient pas, c'est pas de leur faute. C'est cette société de l'image, la société de la célébrité immédiate, bulle de savon, aussitôt arrivé, aussitôt parti, etc. Cette société est une société déstabilisante où tout va vite, tout va trop vite et tout va trop vite pour se construire. Or, la construction de soi, c'est sur un chemin qui va durer 40 ans, 50 ans, 60 ans jusqu'à la mort. Et là, on voudrait se construire en l'espace d'une bulle. Ouais. En un clic. Chemin. Voilà, En un- c'est explose des petites bulles. Ça y est, je suis sur le chemin. Je suis plus sur le chemin. Et c'est ça. Et en fait, on est beaucoup plus déstructuré que construit dans cette société où tout va vite et où on se fie à des espèces de petites capsules superficielles. C'est Mhm. un chemin très long, très long, très long. On se remet en question tous les jours. Tous les jours, on se dit, est-ce que j'ai grandi? Est-ce que ça? Et puis, quelquefois, on est pris avec ses propres sentiments. On se dit, ah, tu vois, j'ai pas évolué. Je pense encore comme ce que je pensais il y a 5 ans ou 6 ans. Et on se dit, là, ça va pas. Pourquoi j'arrive pas à sortir de cette pensée envers cette personne, une personne? Chaque fois que vous la voyez, vous ressentez un truc terrible. Et vous ne savez pas pourquoi. Et ça n'évolue pas. Parce que vous n'avez pas pris le temps d'aller voir, par exemple, en vous, ce qui résonnait vis-à-vis de cette personne. C'est pas seulement elle, c'est ce qu'on convoite, ce qu'on jalouse, ce qu'on n'arrive pas à comprendre sur soi, ce qu'on n'arrive pas à stabiliser. Donc, tout est une question de stabilité intérieure, de frustration, des choses comme ça. Et ça dure une vie hein, pour venir à bout de tout ça. C'est pas, ça serait trop facile si c'était une séance de, je sais pas moi, d'hypnothérapie qui nous balaye les 40 ans de problème. Non, ça marche pas comme ça. C'est un chemin. Et il faut le faire. On ne clique pas pour un chemin. On ne clique pas juste. Il n'y a pas question-réponse. Je dis toujours, ce n'est pas la machine à café avec le jeton et le café qui arrive. Non. Hélas, il faut aller dessus. Il faut cheminer, il faut tâtonner. On n'est jamais seul. On est toujours accompagné. On sent ce qu'on est au fond. Parce que si on est sincère avec soi-même, on sent bien de quoi on est capable, ce qu'on est capable de faire. On sent ses limites et dans la bonté, dans la méchanceté. On sent, on sent ce qu'on est capable de faire aussi de mauvais. On a ses limites. Une fois qu'on a bien nos limites en main, on sait quel chemin prendre Mhm. pour évoluer. Mais sauf qu'il ne faut pas se mentir. Il faut vraiment être dans la vraie lumière. Il ne faut pas être dans la fausse lumière. Parce que mon ange gardien me dit qu'en ce moment, fausse lumière partout. Fausse lumière. Petits spots ridicules qui font plout plout et qui explosent tout de suite.
Il faut avoir le courage de se prendre par la main et d'aller sur son chemin. C'est long. Il y a des pleurs, et il y a des rires, on se sent perdu, on a envie de tout balancer parfois, mais on est sur le chemin. Et ça comporte tout ça. Donc, il faut se prendre par la main. Puis autre chose aussi, c'est que quand on est sur un chemin de vie, il ne faut pas écouter simplement ses pulsions. Il ne faut pas écouter. L'intuition n'est pas une pulsion. L'intuition n'est pas une pulsion. On peut avoir une intuition, mais la pulsion de dire oh non, puis après tout, j'arrête. C'est pas ça. Hein. Ce sont des pulsions. Des pulsions qui font qu'on change de choses, qu'on change de voix, comme on change de vêtements. Ça, c'est pas de l'intuition. Ça, ce sont des pulsions de névrose. Hein. Il ne faut pas confondre la névrose et l'intuition. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens, hélas, que je connais qui confondent la névrose et l'intuition. Ils ont des pulsions de névrose et ils considèrent que c'est de l'intuition qui les guide. Ah, donc, ils vont droit dans le mur. Il faut bien savoir ce qui on a. Il faut bien savoir, il faut revenir un peu à la vieille école, aux vieilles valeurs. C'est très important. Savoir se tenir par la main, savoir être courageux. Le courage, moi je dis, il y a deux choses aujourd'hui. J'en parle dans mon dernier livre, celui qui est déjà sorti. Je dis, il y a deux valeurs qui sont essentielles, c'est le courage et la dignité. Si on n'a pas de courage et de dignité, on va nulle part. Le courage, c'est le courage justement d'affronter, de partir, de faire des choses qu'on a rêvé de faire, mais qu'on a peur de faire. La dignité, c'est de les faire avec dignité, c'est d'être toujours garder sa dignité, ne pas la perdre, ne pas devenir un monstre de vulgarité, un monstre d'incohérence, mais de rester cohérent avec soi-même, bienveillant avec les autres, parce que la dignité, c'est la bienveillance aussi. Hein. La dignité, c'est la bienveillance. Rester bienveillant avec les autres, c'est le minimum de courtoisie, et c'est la dignité. Alors ça paraît vieux quand je dis ça, ça paraît des valeurs d'autrefois, qui reviendront, hein, mais qui sont essentielles pour avancer, parce qu'aujourd'hui, on est en train de se perdre. La Covid, plus psychologiquement en ce moment, avec cette espèce de perdition, de sensation de perdition, etc., il va falloir qu'on se prenne par la main et surtout qu'on revienne aux vieilles valeurs. Et parce qu'on va se perdre vraiment. Donc, essayer de bien retrouver ces valeurs de... où on peut aller, si on veut continuer à virevolter, parce qu'attention, changer de voix, c'est pas changer de voix 80 fois par an non plus. Hein. Ah, c'est clair. Non, oui, c'est ça. C'est important. C'est ce que je dis souvent. C'est souvent les gens, enfin souvent, pas souvent, mais il y a des personnes qui sont effectivement attirées par des fantasmes, par une vie qui pourrait les faire rêver, comme par exemple un métier d'artiste, comme chanteur, acteur. Ils voient que le côté qui brille en fait. Mais le truc, c'est que dans tout métier, oui, dans tout métier, il y a toujours, même quand on aime faire quelque chose, il y a toujours une part qu'on aime et une part qu'on aime moins, parce que ça fait partie des deux polarités de la vie en fait. Et du coup, moi j'aime bien dire que pour être sûr que c'est vraiment ça qu'on aime faire, c'est de pouvoir l'expérimenter, c'est dans la pratique réellement qu'on sait si on aime quelque chose. Parce que dans la théorie, tout est beau, je veux dire, il y a des choses qui nous attirent, mais quand on l'expérimente vraiment, on se rend compte de ce que c'est comme réalité. Et si on arrive à aimer les inconvénients et les côtés finalement qui sont moins agréables, et c'est là d'ailleurs où on parle d'amour, c'est quand on aime les deux parties, ce qui est agréable, ce qui est moins agréable, ben, du coup, ça nous permet d'être sûr, qu'on est quand même dans un bon chemin. Ça vous semble... Autre question, Elena. Est-on obligé de vivre de ses passions? On veut devenir chanteur, est-on obligé de devenir chanteur professionnel? Est-on obligé de vivre du métier de chanteur quand on veut être chanteur? Et ne peut-on vivre d'autre chose tout en pratiquant son métier de chanteur à des fins un peu plus amateurs, mais tellement plus plaisants? Il y a ça aussi. C'est-à-dire que professionnaliser absolument tout n'est pas non plus la voie qui est indiquée. C'est ça. On peut exercer des passions non rémunérées, on peut exercer des passions, être reconnu pour des choses qui ne sont pas des choses ou rémunérées. On peut vivre d'autres choses et être connu pour une activité, tout en vivant d'autres choses. Mais si on n'aime pas ce qu'on fait, vous voyez, si par exemple quelqu'un vient et me dit, voilà, moi j'aime vraiment, j'aime chanter par exemple, j'adore ça, ça me passionne, mais tout le reste, je veux dire, est-ce que ça aurait du sens pour cette personne de se dire, je travaille dans un job qui ne me plaît pas du tout la journée, 8 heures par jour, et je chante quand je veux, mais en fait, elle veut faire que ça. Ça dépend un peu de la Oui, personne. mais alors après, il y a d'autres questions qui interviennent. Il faut pas non plus dire aux gens, vous avez envie de chanter, vous aimez ça. On aime tous, on a tous eu envie un jour de devenir chanteur, de devenir tout le monde, ado, etc. On voulait devenir chanteuse, etc. Mais ça, ce sont des rêves d'enfants aussi, souvent, ce sont des rêves d'ados post-pubères. Hein. Moi, je dis, il y a beaucoup de gens qui exercent, au niveau d'une société qui est relativement immature, hein, où des gens sont
très ado très longtemps. Jusqu'à 50 ans, on a des ados, hein. On a des femmes ados et des hommes ados. C'est pas très rassurant parce que tout le monde exerce ces espèces de rêves d'ados qu'on professionnalise. Total, on a des gens qui sont sur le carreau, alors des centaines de milliers de gens sur le carreau qui ne vivent pas parce que tout le monde veut faire la même chose. Donc il y a aussi, il faut se dire que tous les rêves ne sont pas réalisables. En revanche, toutes les passions sont praticables. Vous pensez que tous les rêves ne sont pas réalisables? Mais Que bien sûr que non. Moi, j'aurais rêvé, je sais pas moi, d'épouser Brad Pitt. Et ben moi, je ne peux pas épouser. on ne sait Ce que jamais je ça. veux dire, c'est qu'il ne faut pas parfois. Je veux dire, il faut donner à chacun le courage d'aller sur son chemin, le courage de dire je suis sur ma voie, mais ne pas dire tout ce que je désire est bon pour moi, parce que tout ce qu'on désire n'est pas bon pour nous. Ça, ce sont les guides qui le disent. Tout ce que tu désires n'est pas bon pour toi. Regarde autour de toi, il y a des choses qui sont bonnes pour toi et que tu dois découvrir. Et comme elles sont bonnes pour toi, quand tu les auras découvertes, même si pour l'instant ça ne fait pas partie de tes désirs, tu diras, mais c'est ce que je veux faire. On désire des choses parce qu'on ne connaît pas autre chose. On s'est arrêté sur des choses. C'est pour ça que je dis, élargissons la vie. Élargissons nos connaissances. Élargissons nos rencontres. Tout ce qu'on désire n'est pas bon pour nous. On est d'accord avec ça, hein. Il n'y a vraiment pas de. Donc, on est d'accord que si demain je chante sous ma douche en disant oh punaise, qu'est-ce que je chante bien, waouh, oh là là, je vais faire chanteuse. Non, je ne vais pas faire chanteuse parce que je chante sous ma douche ou que je fais de la gratte. C'est pas ça. On est Ça, c'est ma passion. bien Mais je sûr. peux très bien avoir un boulot qui soit à côté aussi, quelque chose qui me convienne parfaitement et où je puisse garder la chanson comme une passion, chanter le samedi soir dans les bars ou je ne sais quoi, moi chanter ailleurs ou faire des spectacles. Mais on ne peut pas tout professionnaliser parce que bah, tout est bon et que tout doit être réalisé. Ça, c'est la société du clic. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est envoyer les gens aussi contre le mur, parce qu'on sait que la plupart veulent devenir chanteurs, danseurs ou je ne sais quoi en ce moment, et comédiens et acteurs, mais que tout le monde se casse la binette parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde et que tout le monde est au chômage pour l'instant. Il C'est faut ça. être aussi raisonnable. Il faut aussi faire jouer le discernement et la raison un tout petit peu quand même aussi. Il faut calculer en fonction de la société. Tous les rêves ne sont pas réalisables. En revanche, toutes les passions sont praticables. Parce que là, on prend l'exemple, oui, on prend un exemple voilà, que j'ai donné de chanteur, hein, mais je veux dire, il y a d'autres exemples qui Oui, existent. mais il Il y y a a d'autres exemples, mais on est d'accord. la personne qui veut créer son entreprise, qui faisait un métier intellectuel et qui veut se lancer dans quelque chose de manuel. J'en connais une qui, par exemple, a ouvert son magasin de plantes, fait ses créations, etc. Ça, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Vous pensez Parce qu'il y que a... là, la fantaisie dont on va faire preuve dans un magasin de plantes et de fleurs, d'ailleurs, on sait que tout le monde se met à l'horticulture, des gens, il y en a de plus en plus, donc à la culture des fleurs, des plantes, des légumes, des potagers. Donc on sait que quelqu'un qui a ouvert un magasin de plantes va avoir beaucoup plus de sollicitations que quelqu'un qui se lance dans la chanson pour trouver un label qui va euh, Vous pensez le vraiment, oui, vous pensez vraiment qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, alors quelqu'un qui est bon, parce que là on ne parle pas d'une personne qui chante sous sa douche mais qui chante comme une casserole. Moi je vous parle de Mais quelqu'un lui, qui. il ne sait pas qu'il chante comme une casserole. Mais là, c'est ça la différence. Si vous me parlez de quelqu'un qui est bon, qu'est-ce qui permet de dire que quelqu'un est meilleur que l'autre? Quand la personne vous dit, regardez, je suis vachement bon, il vous fait écouter le truc, c'est une catastrophe. Vous allez lui dire, tu n'es pas bon, tu te trompes. Voilà, C'est c'est. l'extérieur qui valide à ce moment-là. C'est l'extérieur. Alors, C'est si beaucoup de gens vous disent que tu chantes bien, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, ou que tu joues bien, ou que tu fais bien cette. oui, bien sûr, mais ils sont pas légions, ceux-là. Ils sont pas légions. Pour ça, je vous dis, il y a des gens qui chantent très mal, mais qui sont passionnés par la chanson. Moi, j'en connais personnellement. Ils chantent pas bien, mais ils sont tellement adorables et ils aiment tellement ça que ce serait dommage de les empêcher de chanter. Mais on ne peut pas non plus les pousser à dire oui, tu as raison, tu vas faire carrière. Non, parce qu'ils ne font pas carrière, on le sait déjà. Donc, je crois qu'il faut aussi doubler notre conseil de raison. Il faut aussi guider quelqu'un, ce n'est pas de l'encourager à faire ce qu'il a envie de faire, c'est de l'encourager à faire ce qui est bon pour lui. C'est déjà de déceler ce qui est en lui, c'est déceler sa personnalité, déceler ses capacités, déceler tout ce qu'il porte en lui de vertu, de qualité, et de le guider sur un chemin qui peut être bon pour lui, beaucoup plus que ce qu'il veut faire. C'est ça. Et Si une femme se trouve très belle en disant je veux devenir top modèle, mais qu'elle est objectivement pas assez top pour être modèle, et que personne n'ose lui dire ce n'est pas
ce n'est pas bon de ne pas la conseiller. Je parle encore des choses de paraître, hein, parce que tout ça, c'est du paraître et c'est très subjectif. Mais ça peut être bon aussi pour je sais pas, mais chacun a des talents dans son métier. Il y a des gens qui font leur métier magnifiquement bien, il y en a d'autres qui ont moins de talent pour le faire. Il faut que chacun trouve son talent, en fait. C'est ça. Mais Trouve c'est son talent. intéressant. Mais, Ouais. mais son talent, c'est pas forcément son désir. Non, non, on est d'accord, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que par exemple, ce top modèle-là en question, qui voudrait être top modèle, mais qui n'est pas forcément dans les codes de la société aujourd'hui, voilà, qui n'est pas forcément les traits du canon de beauté voilà, actuel, elle pourrait très bien, et c'est ce qu'on voit pour l'instant avec par exemple les mannequins plutôt obèses, elle pourrait très bien aussi être créatrice d'un nouveau mouvement, qui est en fait la beauté sous une autre forme, par exemple. Plus les top modèles qu'on voit qui mesurent Par 1,80 m. exemple, mais ben, elle pourrait utiliser effectivement son image à autre chose que ce Voilà. qu'elle veut faire. Le problème, c'est qu'on a une société qui nous a tellement rendus dépendants de l'image, dépendants de l'image, de la représentation, que les gens n'entendent plus ça. C'est terrible, c'est une société qui juge l'apparence, alors que l'apparence se renferme souvent à un vide cosmique terrible, hein. On manque on- on manque de substance. Il faut, je pense, déjà conseiller quelqu'un, je pense que c'est déjà, la mission de vie, c'est déjà de remplir son esprit. Après, le corps, l'apparence, vous savez, tout ça, ça redevient poussière très vite et on n'en parle plus jamais. Mais remplir sa tête, comprendre pourquoi on est là, pousser les gens aussi à comprendre ce qu'ils sont, à enrichir leurs pensées, à résoudre leurs problèmes d'enfance aussi, parce qu'il y a des gens qui vont surfer sur les problèmes d'enfance et qui vont leur exploser à la figure dès qu'ils vont avoir 50 ans. Mhm. Souvent, les gens qui n'ont pas résolu, pousser les gens à résoudre leurs problèmes avant de continuer. Parce que souvent, on ne trouve pas de métier, on ne trouve pas d'activité, on ne trouve pas de conjoint, parce que tout c'est pas parce que les gens ne sont pas assez bien pour soi, c'est parce qu'on n'a pas résolu les problèmes d'enfance et que tout va constamment rebondir sur le problème qu'on n'a pas résolu. Un problème de manque d'estime ou un problème de tout comme ça, vous pouvez rencontrer tous les gens de la Terre, vous pouvez essayer tous les métiers, si ça ne va pas, ça ne va pas, ça n'ira jamais, vous ne vous tiendrez jamais dans un travail. En revanche, si vous résolvez ça, vous allez pouvoir ensuite rentrer sur des chemins, dans des espaces qui vont vous réjouir. C'est ça aussi. Il faut pousser aussi les gens. Le chemin de vie, c'est aussi résoudre. Ça commence par résoudre ce qu'on est. Ça commence par évoluer. C'est ça, vous me disiez tout à l'heure, Elena, qu'est-ce que c'est que l'évolution? C'est résoudre. C'est résoudre en permanence tous ces soucis. Si on est né, qu'on est maltraité par une famille ou qu'on a des problèmes de croissance, c'est qu'on est né volontairement là-dedans pour résoudre ça. Et on doit s'y atteler. Et attention, je dis attention, on ne devient pas thérapeute quand on est mal dans sa peau. Je le dis souvent dans les conférences ou dans les livres. On ne devient pas thérapeute pour se soigner. On devient thérapeute pour soigner les autres. On ne se soigne pas en étant thérapeute. On est là pour soigner les autres. Mhm. Et je vois beaucoup de gens autoproclamés en ce moment dans tous les secteurs. J'en vois plein là encore là, ces jours-ci, des gens qui sont devenus thérapeutes, je ne sais pas comment ils font. Une incohérence psychologique terrible. Et ils disent oui, mais j'ai fait une formation 3 semaines ou 2 mois ou je sais quoi. Je dis attention, je dis on ne devient pas pour se soigner, on devient thérapeute pour aider les autres. Et quand on est mal dans sa peau, c'est une catastrophe. Les autres sortent déglingués complètement. C'est ça. C'est un peu comme la psychologie, hein. C'est vrai que ceux qui étudient la psychologie ont tendance à, enfin, ils ont la Eh réputation oui, de vouloir d'abord se soigner eux, etc. Maintenant, je pense qu'il y a aussi, de nouveau, c'est pas binaire parce que je pense qu'aussi on peut évoluer soi-même. On a toujours des choses à régler dans nos vies de toute façon en permanence, mais être suffisamment bien, effectivement, pour accompagner les personnes en tant que thérapeute, coach, ou enfin diverses profession, hein, même, je dirais même voyant et médium. Si on a un voyant qui est pas très bien dans sa peau et qui, en fait, vous met ses peurs sur vous ou vous fait peur, au final, c'est pas forcément non plus une façon de faire qui va aider réellement l'autre. Donc ça, bah, c'est c'est... un voyant surtout qui n'est pas psychologue du tout. Mais il y en a beaucoup. Hein. Les voyants ne sont pas vraiment psychologues, hein, donc ils ne sont pas vraiment voyants non plus. Pas Ouais, beaucoup. c'est ça. Donc voilà. Mais du coup, c'est super intéressant. Et donc justement, par rapport à ce côté qu'on choisit sa vie avant d'arriver sur Terre, c'est quand même vachement intéressant. Du coup, est-ce qu'on pourrait, par exemple, une fois sur Terre, changer de destinée? Se dire, voilà, c'était prévu que je fasse ça, mais finalement, ça ne me convient pas, je fais autre chose. Est-ce qu'on peut changer en cours de route ou pas? Vous serez toujours dans votre chemin. Et pourquoi, en fait? C'est toujours, le chemin est modulable. Tout est prévu, le plan A, le plan B, le plan C.
Par nous, C'est vraiment, à 100%? C'est ben, vraiment... c'est-à-dire que même si demain je choisis de partir, je sais pas moi, à Caracas pour devenir, je ne sais pas moi d'ailleurs, éleveuse de chevaux à Caracas, c'est quelque part ça aurait été prévu si je peux le faire. Donc, si on peut le faire, c'est que c'est dans Bien notre sûr. destinée, quoi. Bien sûr, si vous ne pouvez pas le faire, s'il y a des choses qui bloquent complètement, on va vous le faire savoir parce qu'on va vous arrêter net. On va vous arrêter d'abord, on va vous conseiller de ne pas le faire, on va bloquer les portes. Et puis si vous insistez, on va vous bloquer physiquement. Et quelquefois, on va chercher loin pour vous bloquer physiquement. On vous bloque physiquement en Les disant: douleurs, ouais. non. Moi, ça m'arrivait souvent. Vouloir faire des choses, non, non, non et non. Et hop, terminé. On se casse une jambe, on fait, voilà, parce que je vais dans une direction, je veux y aller, on me dit non. Parce que c'est pas par là que ça doit passer. Et que si je vais par là, ça ne va rien m'apporter. Ça ne va rien m'apporter pour ce que j'ai à faire. Je suis venue pour faire quelque chose. Je suis venue pour résoudre et pour grandir. J'ai des choses à résoudre en moi. Je ne suis pas venue pour faire des tas de choses autres. Je suis venue pour résoudre en moi avec les autres. Donc, toutes les rencontres que je vais faire, c'est, même si c'est des rencontres dans une gare de personnes avec qui je vais parler même 5 minutes, quelquefois les 5 minutes vous apportent des mots ou des choses incroyables. C'est la rencontre de 5 minutes qui est prévue sur votre plan. Et tout est prévu, vous dites, par C'est nous parce prévu. qu'on choisit. Mais je reviens avec ce principe créateur qui est une question qu'on peut souvent se poser, hein. Clairement, c'est est-ce que c'est vraiment nous qui avons, entre guillemets, tout pouvoir de tout choisir avant d'arriver, vraiment Non, comme non, non, on dans un n'a pas tout film, pouvoir. ou est-ce qu'en Non, fait, on est quand même avec des non. validations, avec enfin, quelque On chose n'a d'autre? pas tout pouvoir. On a un certain pouvoir jusqu'à un certain point. On fait partie du tout. C'est-à-dire que on dit toujours: «Tout fait partie du tout». On fait partie du tout. Chacun de nous, d'abord, physiquement, on est de la poussière d'étoiles, hein. On vient du cosmos. Nous, nos atomes sont des atomes d'étoiles, c'est la même composante, hein. Donc on a choisi de la poussière d'étoiles pour s'incarner. Ce souffle qui est en nous fait partie d'un énorme tout, qu'on a coupé en petits morceaux et on est autant de petits morceaux que du tout. Donc on est tous complémentaires, en fait. Donc on dépend du tout. On dépend de quelque chose. On n'est pas électron libre. Contrairement à ce que certains croient, en disant: «Moi, j'ai personne, il n'y a personne», mais non, mais si. Même le fait de le dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui te permet de le dire. On n'est pas électron libre, on dépend de quelque chose, on dépend d'un chemin. Les synchronicités, les signes, tout ce qui arrive dans notre vie, c'est pour nous montrer à chaque fois, c'est des petits clins d'œil pour dire: «Tu es sur la voie, tu es sur la voie, sur la voie». Les signes, c'est ça, hein, C'est tu es ça. sur la voie. Les En- synchronicités aussi, c'est bon. Tu Encore as faut-il entendu? Tu as les, entendu? C'était sur la voie. C'est ça. Encore faut-il les interpréter correctement, parce que c'est vrai que parfois, vous le disiez dans des conférences que j'ai vues, je trouvais ça assez marrant, mais c'est vrai que des fois, on veut absolument voir des choses et on voit des choses un petit peu parce qu'on veut les voir, mais est-ce que c'est vraiment des signes ou est-ce que c'est vraiment des... Les signes, il y a des gens qui cherchent des signes, hein. Il y a des gens qui cherchent des signes, il y a des gens qui cherchent des messages, il y a des gens qui cherchent tellement qu'ils passent à côté des vrais trucs sans les voir, parce qu'ils cherchent autre chose. Mais c'est vrai, il y a des gens qui ont des tatouages, ils ne voient rien, et ils cherchent des trucs qui n'existent pas. Ah ben, je dis, ça, c'est quand même dément. Vous avez tout à disposition et vous cherchez un truc qui n'existe pas. Pourquoi? Donc, on est toujours accompagné par nos guides, par nos anges, on n'est jamais On seul. est toujours Personne accompagné, n'est seul. toujours, toujours, toujours. On n'est jamais seul. On le sait depuis tout le temps, depuis que l'homme est sur la Terre, il le sait, depuis 2 millions d'années où les premiers hommes sont arrivés. On sait, on est arrivé il y a que 2 millions d'années, il n'y a pas très longtemps, hein, dans l'univers, hein. On partira avant tout le monde, hein, avant la Terre en tout cas. Mais on sait qu'on est là, accompagné, drivé, surveillé un peu aussi. On n'est jamais seul, on n'est jamais abandonné. Même quand on se sent abandonné, on n'est pas abandonné. On nous force juste à réfléchir. On nous force à réfléchir en permanence, sauf qu'on n'entend pas trop. Quelquefois on entend, quelquefois on n'entend pas. Il y a des gens qui entendent et puis qui font comme s'ils n'entendaient pas, parce que ce n'est pas toujours aisé par contre. C'est-à-dire, on vous force à remettre en question des choses qui ne sont pas toujours faciles, hein. On me dit: «Oh oui, mais c'est pas facile». Mais je dis: «Personne n'a dit que ce serait facile». Moi, un jour, j'ai dit ça. Je leur ai dit: «Mais c'est pas facile ce que vous me demandez». Ils m'ont répondu cette phrase: «On t'a jamais dit que ce serait facile, mais qu'est-ce que c'est passionnant». Et c'est vrai. C'est pas facile, mais c'est passionnant. Tout est passionnant sur cette terre. Alors après, tout ce qui arrive, c'est naturel. Sauf que nous, on considère que c'est pas naturel parce qu'on veut être les rois du monde et que même la mort, on considère que c'est un drame parce que c'est pas naturel, alors qu'on sait très bien quand on est qu'on va mourir.
Alors c'est pas une surprise. On a l'impression que c'est la surprise du chef à chaque fois. Et justement par «Ah rapport lui, il à est la mort, c'est mort, une catastrophe, ma grand-mère est morte». Oui, mais c'est quelque part, c'était un peu prévu, quoi. C'est dans l'ordre des choses et c'est vrai que, bah, moi, il y a pas longtemps, j'ai perdu quelqu'un de très, très proche aussi, mais sauf qu'il est mort brutalement chez moi, brutalement, comme ça. Donc ça, c'était pas j'avais pas du tout, calculé. Mais, je dis: «Ah bah, c'est une drôle de façon de partir», mais en fait, quand je réfléchis après, je me dis: «Oui, c'était sa façon à lui, et qui correspondait tout à fait avec son état d'esprit. C'est ce qu'il avait choisi» et il y a pas vraiment la mort, c'est un drame affreux, mais quelque part, c'est pas non plus une surprise immense, quoi. C'est que l'homme, en ce moment, voudrait bien la faire disparaître, hein, elle gêne, ça fait pas propre dans le tableau, c'est pas chouette, donc on essaie de l'éradiquer. On essaie de pas parler trop de la mort, faut jamais en parler. On essaie de faire disparaître les cadavres, les pompes funèbres sont en charge, on veut voir personne. Bon, mais il va bien falloir quand même un jour qu'on reprenne les choses à zéro et qu'on revoie la mort avec d'autres yeux. Parce qu'on vit quand même pour mourir, hein, c'est quand même le but ultime, hein. c'est ça. À part celui-là, je ne vois pas, pourquoi on vit. On sait que de toute façon, ça va arriver. On le sait. Donc ne pas le considérer et vivre sans le regarder, je ne dis pas qu'on doit vivre par rapport à en parlant tout le temps, je dis qu'on doit vivre quand même toujours en l'apportant là. J'avais un professeur en Italie, j'ai étudié en Italie, j'aime le docteur Ariotti, qui était mon professeur d'italien, et qui disait: «Vous devez vivre avec la mort comme un corbeau sur l'épaule. Sentez-la là, ne la regardez pas toujours, mais sentez qu'elle est là, elle vous rappellera aux priorités». Les priorités, c'est si je devais mourir ce soir, est-ce que j'ai été cool avec tout le monde aujourd'hui? Est-ce que je me suis fâchée avec des gens? Est-ce que ça vaut pas le coup quand même de se rabibocher? Parce que est-ce que ça vaut le coup, si je devais mourir ce soir, est-ce que je pourrais partir avec ce clash? Non, ça doit nous Ah, forcer à faire des efforts. Ça doit nous forcer à faire des efforts aussi sur nous-mêmes, sur notre vanité, sur notre orgueil, sur notre égoïsme. Ça mmh. doit nous forcer à passer au-delà de tout ça, puis de se dire, plutôt que d'avoir peur de cette mort, d'avoir peur de soi-même, bah, et si on décidait de la regarder tous ensemble, mais sereinement, quoi, comme quelque chose d'une plénitude, hein. Et justement par rapport à la mort, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui, bah, que vous traitez beaucoup finalement, hein, la mort c'est quotidien pour vous. Mais moi, Heu, je parle avec les morts, donc je pourrais comme je parle avec les morts, je ne peux pas ne pas le traiter. Moi mon truc, c'est les post-mortem, donc heu, c'est voilà. c'est ça. C'est eux d'ailleurs qui me disent tout ce que je vous dis. Ça vient quand même d'ailleurs ce que je vous dis. Là maintenant C'est aussi? pas Patricia Daré qui a décidé d'un seul coup de dire tout ça. Tout ce que je vous dis, ça vient d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Tout ça, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on me dit en permanence. C'est important de le savoir. Justement, donc par rapport à la mort, donc effectivement, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est tout à fait naturel, hein, c'est clair, mais qui en même temps est très douloureux, surtout quand on perd quelqu'un qu'on a aimé. Mais qu'en est-il? C'est pas une question que je voulais vous poser à la base, mais je sais pas, ça me vient comme ça maintenant quand même, parce que vu la situation actuelle qu'on vit, c'est quand même, je pense, quelque chose qui malheureusement arrive de plus en plus pour l'instant, Oui, même si ça a toujours existé. Mais pour les gens qui vraiment n'en peuvent plus et qui décident de mettre fin à leur jour, en fait. Je sais que c'est un sujet qui est très sensible bah, pour les proches. Je sais que c'est un sujet qui est très sensible parce que c'est très mal vu par les religions. Hein, c'est très, oui, très bien mal sûr. vu, en fait, Surtout les religions veulent surtout décourager les gens de le faire. C'est aussi. c'est plus que mal vu, c'est-à-dire que, heu, quelque part, les religions ont été écrites sachant que quand c'est pas sur le chemin de vie, on peut pas le faire. Il faut garder son chemin de vie. Bah, après, on a le libre arbitre qui peut aussi, C'est ça. permettre de suicider, oui. Mais justement, je sais que vous avez un avis qui est différent par rapport à ça. C'est ça qui est intéressant. Mais même si effectivement c'est pas conseillé, mais pour les gens qui le font, qui voilà, qu'ils en peuvent plus et qui décident de se suicider, on a vraiment cette croyance commune que ben, ces personnes-là vont entre guillemets en enfer, en tout cas vivre de l'enfer après, parce que c'est comme un péché voilà énorme en fait. Mais est-ce que c'est votre avis aussi, ou est-ce que c'est l'avis de vos guides que voilà que finalement, enfin est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est pas ça en fait? Est-ce que quand on part avec ces sentiments de colère peut-être, de tristesse, de peur, de j'en peux plus, est-ce que ça nous mène à avoir une vie après qui est encore pire que celle qu'on avait sur Terre ou pas du tout, ça Déjà dépend ou... non, déjà, avoir énormément de compassion pour ceux qui font ça, parce que ça veut dire quand on fait ça qu'on est dans une souffrance absolue et déjà ça, ça mérite une compassion totale. Alors quelqu'un qui fait un geste comme ça, c'est pas un geste facile. C'est pas un geste facile de se tuer. Donc il faut avoir énormément de compassion et d'empathie, vraiment, de cœur,
Voilà, on ne critique pas quelqu'un qui se suicide, c'est impossible, c'est impossible. Il y a une telle douleur derrière, il y a une telle détresse que déjà on a envie de le prendre dans ses bras avec la pensée. Après, que se passe-t-il? Alors souvent, heu, il est retenu errant, mais pas parce qu'il ne peut pas passer, parce que les gens, de la famille ou les proches ne lui pardonnent pas. C'est pas parce que l'accueil lui est refusé. On peut toujours aller vers la lumière. La lumière vous ouvre ses bras tout le temps. De l'autre côté, il y a que de l'amour. La lumière vous ouvre ses bras tout le temps. On n'est jamais, repoussé. Par contre, on risque de vivre un enfer à cause de ceux qui restent et qui vont intimement vous le reprocher. Pas ouvertement, hein, par leurs pensées, et ça, c'est terrible. Si vous saviez que la pensée qu'on envoie à un défunt ou à un vivant, comme elle est vivante et comme elle est puissante, comment on peut détruire des gens, comment on peut les détruire même vivants par la pensée. Et quand on est mort, c'est bien pire parce qu'ils ne reçoivent que la pensée. Ils ne vivent que de ça. Donc quand ils reçoivent des pensées de ressentiment, de, de colère, c'est terrible. Ils ne peuvent pas partir. Ils sont dans la demande du pardon. Donc il faut avoir de la compassion, il faut prier pour eux, penser à eux, mais avec amour, pour les aider à franchir. Je dis, l'autre côté, on reçoit toujours avec la lumière. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un espace de l'autre côté où il n'y a pas de la lumière pour nous recevoir. Quand nous ne partons pas, quand nos souffrances, c'est à cause de nous. De nous, nous, et de ceux avec lesquels nous vivons. C'est pas de l'autre côté. Et il n'y a pas de punition de l'autre côté pour les pauvres. Les pauvres. Il ne manquerait plus que ça, qui souffrent 2 fois. Punition de quoi? D'avoir souffert? De lâcheté, comme on dit? On est sur terre pour vivre sans chemin de vie, c'est vrai. On est là pour vivre jusqu'au bout. La date de notre mort, on dit toujours: «Il y a une date de notre mort», mais il y a plusieurs dates de notre mort. J'ai appris qu'il n'y avait pas qu'une date de notre mort. Il y en a plusieurs. Et en fonction du plan que vous allez choisir de vivre, la date ne sera pas celle, qui est inscrite sur le plan A, sur le plan B ou sur le plan C. C'est jamais la même. En fonction de ce que vous allez activer dans votre vie, votre date de mort sera différente, même si votre mort reste la même. C'est très, très curieux, mais c'est ainsi. Et quant aux suicidés, ben non, bien sûr, il faut vraiment penser à eux, il faut vraiment, leur donner la paix. Mais c'est la paix, ils l'auront que si nous leur donnons. Parce que souvent, je vois des parents de gens, souvent, hein, évidemment, d'enfants qui se sont suicidés, d'adolescents, d'étudiants. En ce moment, il y a beaucoup d'étudiants qui se suicident, les pauvres qui sont à bout de force. Heu, et des parents qui viennent me dire, «Est-il en paix?» Je dis: «Oui, mais il n'est pas en paix, mais c'est pas parce qu'il mérite pas, c'est parce que vous ne le laissez pas en paix. Il faut leur laisser la paix». Leur laisser la paix, c'est travailler sur soi. Alors on me dit: «C'est pas facile», mais je dis: «Je sais que c'est pas facile, mais un travail sur soi, c'est jamais facile». Aujourd'hui, plus que jamais, il va falloir que chacun de nous travaille sur soi. Plus que jamais, pour le nouveau monde qui arrive, pour la transition que nous vivons, c'est le travail sur soi. Que ce soit pour trouver son chemin de vie, pour trouver son travail, pour trouver son conjoint, pour trouver sa conjointe, pour trouver son compagnon, pour trouver ce qu'on a envie de faire, mais aussi pour les autres. Va falloir qu'on commence à regarder les autres. On ne regarde plus les autres, on ne regarde plus que soi, son nombril en ce moment. Tout le monde regarde son nombril. On parle de la Covid, tous les médecins regardent leur nombril. Tous les virologues, épidémiologistes, les professeurs ceci, les professeurs machin, leur nombril, ils ne s'occupent pas. Et j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Les égaux, les égaux, les égaux, les égaux. Il va falloir qu'on commence à regarder les autres. Mais à regarder avec un regard compatissant, avec amour. Pas regarder comme ça, regarder avec amour. C'est ça le véritable travail. Et ça va commencer là. Derrière cet amour, on aura forcément l'excuse, le pardon qui vont venir. Et puis, il y aura tout le reste. Mais pour l'instant, je vous assure que la plupart des familles sont bloquées sur leur enfant mort, sur le suicide, sont bloquées. Et quand je dis aux gens, ce n'est pas votre enfant qui s'est condamné, c'est vous qui le condamnez. Inconsciemment, bien sûr, pas consciemment. Et on me dit, comment pouvez-vous dire ça? Je suis malheureux. Ben oui, bien sûr, mais inconsciemment, vous le condamnez de vous avoir laissé. Inconsciemment. Mais quand vous dites condamner, quand vous dites que la personne est condamnée, qu'est-ce que ça, enfin,
Qu'est-ce que Elle le ça condamne à rester. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Vous savez, c'est comme si quand on dit pourquoi tu as fait ça à un défunt, je dis toujours, c'est comme si on le retenait par la manche. mmh. Pourquoi tu as fait ça? Mais pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu nous as fait ça? On tient par la manche. Je pars pas. Mais pour la personne, ce que je veux dire, c'est que la personne qui décide de partir, et d'ailleurs, c'est Et pas elle a pas de souci, mais il y a plein de suicidés qui sont devenus les guides de leurs parents. et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là après, ils restent un petit Elles peu sont accueillies et puis ils évoluent. Alors en fonction, de certains qui, alors il y a 2 choses, puisqu'on dit tout, je dis tout. Il y a ceux qui se suicident parce que c'était leur destin mmh. et ils vous disent: «C'était mon destin. Je suis venu pour me suicider». Et il y a ceux qui se suicident parce qu'ils en ont marre. Et ceux-là, ils sont accueillis dans des sphères de réadaptation. C'est comme une espèce de clinique de l'autre côté où ils sont accueillis jusqu'à la présupposée date de leur mort naturelle. Donc voilà. C'est pour ça que l'au-delà, c'est beaucoup plus complexe que nous. L'au-delà, c'est beaucoup plus complexe que nos pensées, que nos petites lois que nous avons fait sur l'au-delà. Souvent, beaucoup de spiritualistes ou de médiums font des petites lois sur l'au-delà. Et il n'y a pas de loi comme ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est nous qui faisons les lois. Mais l'au-delà n'a pas, il y a que de l'amour de l'autre côté. Donc il y a pas d'enfer et de paradis, voilà. Non, c'est nous qui le créons. C'est nous qui créons notre enfer, notre paradis. C'est nous, il est dedans, il est en nous. Il n'est pas ailleurs. Nous trimballons nos enfers, nous trimballons nos paradis. Et quelquefois, nous le cachons toute notre vie. Toute notre vie, on dit: «Ah oui, je suis quelqu'un de super lumineux, j'adore tout le monde», et puis dedans, c'est un enfer épouvantable. Le jour où on meurt, on se retrouve avec la vérité, on n'est pas bien et on ne sait plus comment, mais c'est ça, j'en vois tout le temps. Après la mort, ils vont pas, parce qu'ils ont caché. Au lieu de résoudre, ils ont masqué. Ça, c'est important. Pour ça, n'essayez pas de masquer ce que vous êtes. Prenez comme vous êtes. Résolvez. Prenez à bras le corps ce que vous êtes. Vos pensées les plus tordues, les plus dérangeantes, vos façons d'être, vos faiblesses, vos vulnérabilités. Et puis, prenez-les et domptez-les petit à petit. Mais surtout, ne masquez pas. Masquez pas. La réalité de l'au-delà, elle est beaucoup plus. Je ne peux pas en parler tout le temps, parce qu'il y a des gens, si je leur dis ça, mais c'est une catastrophe, quoi. Ils ne comprennent pas. Alors, on dit: «Ah, mais comment? Mais alors vous allez inviter tout le monde à se suicider», comme si on pouvait inviter tout le monde à se suicider. Non, mais n'importe quoi. Le suicide, c'est la pire chose. D'ailleurs, pour le faire, je crois qu'il faut être complètement au bout du rouleau, parce que, mais c'est un truc impossible à faire quand vous êtes bien quand vous êtes dans votre vie, c'est impossible à imaginer. Il y a toujours une lueur d'espoir. Quand on ne la voit plus du tout, cette lueur d'espoir, c'est qu'il y a un moment dans la vie où ça dérape. C'est un moment. Le suicide, c'est un instant. Mmh. C'est juste un instant. Un truc qui se déclenche comme ça dans le cerveau et bam, quoi. Et puis, qui ne serait pas revenu après. Après cet instant, elle aurait été certainement. Vous savez, j'ai un exemple très, très fort, c'est mon grand-père. Mon grand-père, un jour des années 80, j'étais avec ma mère, je vous raconte ça parce que c'est perso, mais c'est pour vous illustrer. Mon grand-père Bien, se trop bien. suicide. Mon grand-père, on nous appelle que mon grand-père s'est suicidé. Oh, mon grand-père suicidé, mon grand-père, un ancien résistant, un homme courageux, un syndicaliste, un homme combatif. C'était pas possible. Bon, il se suicide et il prend, je sais pas, 80 cachets avec 2 McDom d'eau minérale, enfin un truc de fou. Donc on est complètement, on dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible». Donc il laisse une lettre signée de son nom, qui était bien son écriture, sa signature. «J'en ai assez de la vie, je n'en peux plus, je veux partir, adieu à tous, ta 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 ta», et il se suicide. On nous appelle en nous disant: «Il n'en a plus pour longtemps. On va le débrancher parce que voilà, ses fonctions vitales, ont été, un peu endommagées» et cetera. Je me souviens que je suis avec mes parents et qu'on prépare l'enterrement avec mes oncles, mes tantes. On se téléphone et tout le monde est ahuri, abasourdi, triste, et il ne meurt pas. Il se réveille le lendemain et il se réveille joyeux, mais très joyeux. Donc on va le voir et le médecin nous dit: «On ne lui a pas dit, parce qu'il a l'air de ne pas s'en souvenir et il est tellement joyeux qu'on ne lui a pas dit qu'il s'était suicidé». Donc on ne lui dit pas et il nous dit: «Mais qu'est-ce qui m'a amené ici? Comment ça se fait que je suis à l'hôpital?» Donc on lui a inventé, un malaise, enfin quelque chose comme ça. Mais quelques années après, la police qui avait recueilli la lettre
me suicide, vient le voir 2 ans après, je crois, pour lui demander d'authentifier la lettre, si c'était bien lui qui l'avait écrite, ou s'il avait été forcé. Et mon grand-père découvre qu'il s'était suicidé. Il me dit: «Je me suis suicidé», mais il ne s'en souvenait pas, évidemment. Mais pour lui, c'était impossible. Il dit: «Mais je suis contre cette chose-là. Je n'ai pas pu me suicider». Et pourtant, il l'avait fait. Et il n'a jamais compris. Et moi, ça m'a frappée à l'époque, parce que je me dis: «C'est vraiment l'histoire d'un instant. Quelque chose passe par votre esprit, et l'instant d'après, c'est fini. C'est l'histoire d'un instant. J'en suis persuadée». Mmh. Enfin, je pense que l'illustration est telle, et mon grand-père après a vécu jusqu'à sa vieillesse, il n'a jamais plus été dépressif. Il n'a jamais été dépressif, il a toujours été joyeux, mais guilleret, il n'a jamais plus parlé de ça. Donc c'est quand même très perturbant. C'est clair. C'est super intéressant en tout cas Patricia. Merci beaucoup pour votre, partage personnel. Je pense qu'on aime bien aussi voir un petit peu, les Oui, parce que histoires je de crois qu'on couple a des femmes. tous des vies, oui, on a tous des vies et des expériences compliquées dans nos familles. Toutes les familles sont des familles. Les familles, c'est plein d'expériences compliquées, de gens, de secrets, de complications, de joie, d'amour aussi. Mais des choses lourdes, ça c'est normal, hein, c'est la famille qui veut ça. C'est ça. Mais, mais heureusement qu'on les a, les familles, hein, elles nous élaborent, hein. On devient ce qu'on est avec la famille, et qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Elles nous construisent. C'est comme ça. C'est sûr. OK, ben, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez, vous avez un petit mot de la fin ou? Bah, le mot de la fin, c'est de souhaiter une année 2021 à tous, une année 2021 qui va être compliquée, puisqu'on parlait des morts, il y aura beaucoup de morts cette année, ça a commencé. Il y aura beaucoup de départs, ça va se précipiter de plus en plus. Hem, c'est prévu comme ça. Voilà, je le dis depuis 2020, mais 2021 ne m'a pas contredit, et que pour le covid, eh bien, soyons confiants car, ça va commencer à s'alléger, dans 6 mois. Dans 6 mois, on va commencer à respirer un petit peu, puis au cours de 2022, on va rentrer quand même plus dans la vie normale, ne vous inquiétez pas. C'est Voilà. ça. Mais on espère, hein, parce que c'est vrai que c'est pas une situation C'est qui ce est qui est qui est pas donné en tout cas dans les chiffres, mais pour l'instant, ils ne se sont pas trop plantés de l'autre côté. Voilà ce qu'ils disent. chouette. Super. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié l'interview. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce vers le haut pour nous le dire. Mettez en commentaire vos questions. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, à vous partager, à nous partager voilà, ce que vous avez ressenti par rapport à l'interview. C'est toujours important pour nous de savoir finalement si ça vous plaît. Et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Comme vous le savez, vous avez toujours un lien en dessous de la vidéo pour vous inscrire à une session déclic si vous voulez qu'on puisse discuter de votre situation, de voir un petit peu comment je pourrais éventuellement vous accompagner et vous aider. Merci Patricia. Merci infiniment pour cette interview, c'était vraiment très agréable. Et on se revoit bientôt, prochainement. Vous venez en Belgique pour une conférence. J'espère, Oui, on j'espère. espère parce que ça a été reporté déjà 2 fois, en fait. Oui, que ce Donc, soit la bonne cette fois, mois d'août, en septembre, que ce soit la bonne. donc j'espère que ce soit. Là, c'est du coup, c'est reporté à octobre, je pense, non? Et octobre, pardon, pas septembre, Octobre. octobre. Oh, mais ce sera bon. Octobre, et c'est à Ciné, donc pour les personnes qui veulent prendre des places. Si on a encore, d'ailleurs, je ne sais pas, parce que vous êtes quand même assez demandé, Patricia. Hein. On a envie de vous voir, les gens sont là, donc j'espère qu'il y aura encore de la place. Sinon, il y en aura d'autres. Vous ferez une tournée de Oui, mais conférences. je reviendrai, je reviendrai. Vous n'avez pas fini. Vous n'avez pas fini de m'entendre, de me voir, et j'ai pas fini de vous casser les pieds, de toute façon. Et les gens peuvent vous suivre où? Si les gens vous suivent, ont envie de vous découvrir davantage, vous avez des livres, vous avez écrit Donc, bien plusieurs livres. sûr, j'ai des livres, j'en ai déjà là, j'en ai un qui sort au mois de mai, le 5 mai. Mon prochain livre sort, donc ça s'appelle Mes rendez-vous avec Walter Hoeffer. Walter qui est mon ange, s'il s'est présenté avec son véritable patronyme, c'est un défunt devenu ange gardien et qui me dit un peu pourquoi il est mon ange gardien, pourquoi il est venu pendant cette année-là. Il est reparti, hein, déjà. J'ai changé d'âge parce que vous savez, on change d'ange gardien, on n'a jamais le même toute sa vie. C'est comme ça, ce sont des CDD, hein, ce pas des contrats à durée indéterminée. Et il raconte un petit peu ce qui va se passer dans les mondes qui viennent, raconte les transformations là, qui nous attendent prochainement. Ok, super. Donc vos livres, et puis on peut vous suivre aussi ben, sur YouTube. Vous avez des conférences qui sont en ligne, vous avez aussi votre Instagram, Facebook, vous êtes quand même assez Instagram, Facebook, page officielle, Patricia Larrey tout simplement, et Instagram, et voilà. Oui. Ok, parfait. Merci beaucoup en tout cas. À très bientôt, Au Patricia. revoir. À bientôt. Au revoir.